Bonjour. Après le Venezuela, l'Équateur et le Mexique, nous continuons notre tour d'horizon du Covid-29, de la lutte contre le Covid-19, pardon, excusez-moi, je m'avance un petit peu. Donc la lutte contre le Covid-19 en Amérique latine, en Haïti, au Chili et au Brésil cette fois-ci. Donc nous sommes pour cela avec Camille Chalmers, économiste en direct de Port-au-Prince à Haïti, avec Maria Emilia Tijou, sociologue en direct de Santiago au Chili, et avec Milton Rondo, diplomate à la retraite depuis peu, en direct de Porto Alegre au Brésil. Bon, déjà, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour. merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer directement, on va commencer par Camille. Donc, qu'est-ce qui se passe à Haïti? Parce que pour changer, évidemment, il y a un déficit énorme d'informations sur la sanitaire à Haïti dans les médias dominants. Camille, quelle est la situation sanitaire à Haïti et quelles sont les mesures de lutte contre le Covid-19 dans l'île? Bon, depuis le 19 mars, ils ont déclaré les premiers cas et on a commencé avec 2 cas confirmés le 19 mars et aujourd'hui nous parlons de 18 cas confirmés. Et donc Haïti était l'un des derniers pays à être affecté directement par le Covid-19, mais il est important de noter que jusqu'à présent, l'épidémie de grande ampleur n'est pas arrivée à nous, n'est pas encore arrivée selon les chiffres officiels. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la crise du Covid-19 est une opportunité pour le gouvernement d'essayer de reconstruire sa légitimité. Il faut rappeler que nous sommes en train de vivre une crise de plus de 2 ans et demi où le gouvernement était largement contesté par la population, où nous avons eu une série de manifestations de grande ampleur réunissant parfois plusieurs millions de personnes dans les rues. Et ce sont des manifestations qui non seulement contestaient la légitimité du président de la République, exigeaient sa démission, mais exigeait aussi la mise en place d'une période de transition qui permettait de redéfinir le système politique. Donc, une mobilisation extrêmement intéressante qui s'attaquait non seulement au régime en place, mais produisait des revendications fondamentales par rapport à la nécessité de redéfinir les relations sociales, de redéfinir le système politique, de redéfinir l'insertion d'Haïti au niveau de la Caraïbe, etc. Donc, et avec le Covid-19, le gouvernement en profite pour essayer de reconstruire une légitimité complètement abîmée et en profite également pour essayer d'utiliser le Covid-19 comme élément de répression. Parce que là, avec le Covid-19, on a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Et avec l'état d'urgence sanitaire, bien sûr, les manifestations sont interdites, les rassemblements sont interdits. Les circulations au niveau national sont réduites, donc la fonctionnalité des mouvements sociaux est singulièrement réduite. Et évidemment, le gouvernement a pris toute une série de mesures qui sont des pâles copies de ce qui se fait au niveau de l'Occident, en particulier en France, aux États-Unis, sans tenir compte des réalités locales et sans tenir compte des conditions de vie réelles de la population. Par exemple, le confinement qui a été adopté avec un couvre-feu de 8 heures du soir à 5 heures du matin, ce sont des choses qui sont totalement inapplicables dans un pays où 92% de l'économie est informelle, où les gens vivent au jour le jour, où nous avons 40-45% de la population qui vit dans la paysannerie. Donc, chaque jour, le paysan doit aller traire sa vache pour en retirer le lait. Il doit donner de l'eau à ses animaux, changer les animaux et travailler la terre, etc. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait inapproprié quand on parle de confinement. Et sans tenir compte que, suite à la crise du tremblement de terre de 2010, nous avons une portion importante des populations urbaines qui vivent dans des conditions d'extrême précarité au niveau du logement. Soit ils sont encore sous des tentes provisoires, soit ils vivent dans des pièces où dorment 15 personnes et parfois on est obligé de faire une rotation la nuit pour que les gens puissent se coucher.
donc dans des conditions terribles. Donc, évidemment, les mesures qui ont été adoptées sont des copies conformes de ce qui se fait au niveau de l'Occident. La plupart de ces mesures sont tout à fait inapplicables et ne correspondent pas à la situation objective locale. En plus de cela, il faut souligner que le système sanitaire et le système de santé publique est complètement effondré, non seulement par l'orientation des privatisations qui ont été adoptées depuis une vingtaine d'années, mais en plus, le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui a investi le moins de ressources au niveau du système de santé. Nous sommes au niveau en Haïti à 2,5% du PIB qui est investi au niveau du système de santé. Et au cours de années, on a eu une réduction significative des fonds de l'État qui vont vers ce système de santé. Donc, nous avons des hôpitaux publics qui fonctionnent très mal, des employés au niveau des travailleurs de santé qui n'ont pas reçu leur salaire depuis 18 mois, une absence totale d'équipement et très souvent, les hôpitaux sont obligés de refuser les patients à leur porte parce qu'ils n'ont même pas les moyens de donner des services minimums. Donc, encore plus, avec le Covid-19, vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie. Donc, aujourd'hui, le mouvement social et populaire a dénoncé les mesures prises par le gouvernement pour leur inadaptation, a dénoncé en fait les conséquences dramatiques de l'effondrement du système de santé, n'est-ce pas? Et on est en train d'avancer vers des propositions de mise en place d'auto-organisation communautaire, parce qu'il est évident que le système actuel ne peut pas effectivement répondre à cette crise. En plus de ça, la première décision du gouvernement avait été de fermer les factories de sous-traitance, mais une semaine après, le gouvernement a pris la décision de les réouvrir suite à la pression faite par les capitalistes américains qui exigent que le système de sous-traitance en Haïti continue à produire des équipements médicaux, mais pour les États-Unis. Donc, au lieu de penser à mettre en place des mécanismes de production de gants, etc., de matériel d'urgence pour la population, on a décidé de favoriser le fonctionnement de certaines usines. Et très souvent, ces usines fonctionnent dans des conditions où on ne respecte pas, bien sûr, on ne protège pas les travailleurs, n'est-ce pas? Et en fait, il y a eu aussi, le gouvernement en profite évidemment pour faire appel au financement externe, au financement des institutions financières internationales. Et il y a un contrat de 18 millions de dollars qui a été signé pour l'achat d'équipements en Chine et qui est largement dénoncé parce que le contrat a été signé dans des conditions d'absence totale de transparence. Et le gouvernement a utilisé une firme qui n'a aucune compétence dans le domaine médical. C'est une firme de construction d'infrastructures, mais qui est très liée au baron du régime actuel et qui a bénéficié d'une grande partie de ces 18 millions de dollars américains qui supposément vont acheter des équipements en Chine. Donc là, la population globalement vit un moment de grande angoisse, n'est-ce pas? Parce que si les cas se multiplient, il est évident que le système sanitaire et de santé ne peut pas répondre et nous allons avoir peut-être une hécatombe avec beaucoup de morts et beaucoup de dégâts au niveau de la société haïtienne. Très bien, merci Camille. Maria Emilia, qu'en est-il au Chili? Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, que ça soit en Haïti ou au Chili, il y a eu effectivement des grandes manifestations qui ont dénoncé le système politique dans les mois qui ont précédé. Et puis bon, là, on arrive dans une crise sanitaire qui met en exergue finalement les manques dans la santé publique. Alors, qu'en est-il au Chili, Maria Emilia? Est-ce que vous êtes en confinement? Et quelles sont les mesures prises par le... Quelle est la situation déjà et quelles sont les mesures prises par le gouvernement de Piñera? Bon, tout d'abord, c'est un grand plaisir de me trouver avec des collègues d'Haïti et du Brésil, parce que justement, je pense qu'on fait face tous à un gouvernement irresponsable qui pense plutôt à sa poche qu'à la santé, au bien-être de la population. Et oui, je suis personnellement en confinement. Je dis je suis parce que toute la partie de la population des travailleurs qui doivent faire face aux conditions basiques d'existence sont aujourd'hui dans la rue. Et effectivement, nous vivons cette crise sanitaire après le 18 octobre l'année dernière,
Donc, des manifestations, comme vous avez bien su, immenses à niveau national, ont mis en question le gouvernement de Sébastien Piñera, ces ministres qui ont fait preuve d'irresponsabilité, d'ignorance et d'un éloignement immense à niveau de la population chilienne. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe justement les rapports du coronavirus, nous avons 3404 cas total à niveau national, et des nouveaux cas 373, et la maladie effectivement et la pandémie grandit dans des conditions assez terribles, parce que effectivement, si bien les confinements dans quelques villes a été décidé un peu trop tard, nous avons, comme le disent les collègues d'ICI, nous sommes face à la vie des travailleurs. Il y a une bonne partie des travailleurs qui vivent grâce à un travail, par exemple, dans les rues, qui vendent dans les rues, et qui doivent aussi aller tous les jours pour travailler au bâtiment, et qui doivent faire face à la vie qui aujourd'hui se trouve au chômage. Aujourd'hui, par exemple, la quantité de gens qui font des files interminables à cette heure-ci même pour ce qu'on appelle l'assurance de chômage, qui c'est assez misérable quand même, sont tous ensemble sans aucune mesure d'hygiène, malgré que le gouvernement a décidé une fois de plus, parce que c'est une habitude au Chili de faire sortir les forces armées dans la rue, que incroyable, parce qu'on ne les voit nulle part, sauf quand il s'agit de réprimer la population qui continue quand même à protester dans plusieurs quartiers, surtout les quartiers les plus touchés par la crise d'avant. Non seulement la crise sanitaire, et la répression continue d'une manière incroyable contre les gens et contre les jeunes surtout. C'est-à-dire, on se trouve dans une crise sanitaire qui a commencé à se développer évidemment le mois de mars, mais qui fait la suite de la pauvreté et la misère quand même qui s'est installée dans quelques coins du Chili, malgré que le Chili a été présenté comme un pays où le plus riche guillemets de l'Amérique latine, et qui aujourd'hui vit une crise économique, une crise sanitaire, et nous pensons effectivement que les choses vont aller de plus en plus mal. Donc les mesures des gouvernements qui a été le confinement dans quelques villes a fait aussi la réponse assez dure de la part des mairies, et surtout les responsables des mairies, les maires et les mairesses, qui répondent aujourd'hui d'une manière assez forte, et même des maires et des droites qui répondent de manière très dure au gouvernement, parce que ce sont dans les politiques locales, en fait, qu'on vit la crise de manière plus dure. Donc, il y a, je crois, les axes des difficultés, ce sont les mêmes qui vivent à Haïti, au Brésil et dans les pays qui sont gouvernés par ces gens-là, et qui veulent, surtout à niveau du Chili, suivre l'exemple pendant des années des États-Unis, quand on voit la crise qui vit aujourd'hui les États-Unis, qui ne lui ont pas donné d'importance quand même à une pandémie qui doit être traitée de la manière la plus sérieuse, mais qui aujourd'hui va affecter spécialement aux travailleurs les plus pauvres de ces pays. Je vais m'arrêter surtout, non seulement dans les chiffres, parce que les chiffres, je vous les ai donnés, vous pouvez les trouver dans ce qu'on met quand même dans les réseaux sociaux, etc. Mais surtout dans les conditions que vont vivre aujourd'hui les personnes les plus touchées, non? Qui sont, par exemple, les gens des prisons, les prisonniers qui vivent tous ensemble dans des conditions, on le sait très bien quelles sont les conditions des prisons, on sait très bien que dans les prisons, ce sont les personnes les plus pauvres d'un pays, les riches ne sont pas dans les prisons, et aujourd'hui nous avons les criminels de la dictature qui ont vieilli évidemment, tel comme moi j'ai vieilli, mais qui réclament aujourd'hui d'être libérés parce que effectivement vivent dans la crise. Mais il faut savoir qu'ils ne se trouvent pas dans les prisons
effectivement dans les prisons où sont les personnes normales. Ils se trouvent dans des prisons de luxe et aujourd'hui, on est en train de discuter si par une question d'humanité, on va les laisser vivre ce confinement dans leurs maisons, qui sont des maisons de riches aussi. Donc, je commence par là en disant qu'effectivement, les prisons sont un grave problème et il faut ajouter qu'il y a 2500 jeunes, entre lesquels il y a des jeunes des écoles qui ont été emprisonnés pendant la crise sociale que nous avons vécue depuis le 18 octobre de l'année dernière et qui sont en risque aujourd'hui d'être malades puisqu'il y a déjà plusieurs cas de personnes infectées dans les prisons. Après, nous devons quand même parler des personnes de la rue, les gens qui vivent dans la rue, tels comme les collègues le disaient tout à l'heure. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer avec les personnes qui vivent sous des tentes, dans des conditions extrêmement pauvres dans les rues du Chili? Et moi, je m'arrête dans un problème pour moi très grave, puisque je travaille sur ça il y a déjà plusieurs années, mes recherches et mes travaux de terrain est là, ce sont les migrants au Chili. On ne les nomme pas, on ne parle pas d'eux. Et dans la migration, nous avons par exemple une migration haïtienne très importante, vénézuélienne. Nous avons 7 pays de l'Amérique latine et du Caraïbe qui sont les migrants aujourd'hui qui font les tâches les plus dures à niveau d'un Chili raciste qui ne voulait pas avoir des afro-descendants dans le pays, mais qu'aujourd'hui on voit que ceux qui font les travaux les plus durs, ce sont les migrants. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura pas de lit et pas de respirateurs? Et qu'est-ce qu'on va décider? À qui on va sélectionner? Parce que ce n'est pas seulement ce qui s'est passé en Europe par rapport aux vieux, aux vieilles, non? Sinon que ça va se passer aussi par rapport à des personnes qui certainement, à propos du racisme qui existe déjà dans notre pays, ne vont pas être considérées comme des humains. En fait, donc on est très inquiet par rapport à ce qui va se passer avec les populations les plus pauvres, les travailleurs surtout qui aujourd'hui doivent continuer à travailler sans les conditions hygiéniques de base qui permettront quand même qu'ils continuent en vie. C'est-à-dire il n'y a pas les choses les plus indispensables pour éviter la contamination et l'infection. Et en fait, nous vivons quand même une situation où tous les jours, les gouvernements sortent dans les chaînes de télévision avec quelques gens qui sont en train déjà à faire la pub pour les moments des élections qui vont se faire dans quelques années. En oubliant complètement ce qui se passe avec la classe travailleuse, parce qu'en fait, être dans le confinement, et il faut le dire, quand on reçoit un salaire, quand on est prof d'une fac et on reçoit un salaire à la fin du mois, c'est un énorme privilège aujourd'hui. Et je me trouve quand même entre ces privilèges-là d'être chez moi et en train d'éviter la mort qui est dans les rues. Mais c'est les travailleurs, ce sont ceux qui permettent, à niveau de tous les services, que nous continuons en vie et qui sont les plus touchés aujourd'hui par cette crise sanitaire et qui sont les grands oubliés quand même des gouvernements de droite et des gouvernements qui ont suivi des exemples, les pires exemples du monde. Merci Maria-Emilia. On a récupéré donc Milton Rando, donc diplomate à la retraite, brésilien. Milton, quelle est la situation au Brésil? Parce qu'évidemment, là pour le coup, à la différence d'Haïti et un petit peu du Chili, il y a eu des informations dans la presse internationale. Nous avons vu le président Bolsonaro nier complètement l'importance de la pandémie. Quelle est la situation actuelle? Bon, aujourd'hui, l'Association des juristes pour la démocratie a envoyé une dénonce internationale au tribunal pénal international de la Haye contre lui, contre ce qu'il fait comme un génocide, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelqu'un de tout à fait irresponsable, comme on a tous vu. Et même la droite ici, disons, le centre droit commence à se détacher de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que la population s'est rendue compte qu'il faudrait se soigner par eux-mêmes, par nous-mêmes, non?
c'est-à-dire prend les mesures de sécurité nécessaires, être à la maison surtout, non? Et n'attendant pas les réactions de lui, non? Les gens se sont rendus compte qu'il s'agit d'un fou, donc on ne pourrait pas s'attendre rien de bien. Et ça c'est quelque chose d'intéressant. Et on voit ça aussi, vous savez, le Brésil, c'est une fédération. Et après la constitution de 1988, que c'est la constitution de la redémocratisation du pays, après 21 ans de dictature militaire, cette constitution, par la paire de ce qu'on avait subi pendant 21 ans, est une constitution qui a beaucoup décentralisé le pouvoir au pays. Donc, les municipalités et les États, ils ont aussi des compétences que les pouvoirs centrales. Et ça, c'est intéressant. Soit les mairies, soit les gouverneurs, il s'agit de 26 États et un district fédéral, donc 27 unités fédérales. Les 27, ils ont décidé de prendre des mesures par eux-mêmes. Donc, il y a maintenant un comité. Je pense qu'il y a deux États, le district fédéral, peut-être l'État de Minas, je pense, qui ne sont pas là-dedans, mais donc la extra grande majorité est là. Ils ont fait un comité scientifique. Et les États du nord-est du pays, qui sont les plus progressistes à ce moment-là, ils ont aussi un comité à eux-mêmes. Donc, ils prennent des mesures indépendamment du gouvernement central. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le comité scientifique est un comité scientifique pour les gouverneurs des États brésiliens et un comité scientifique partagé entre les gouverneurs des États. Donc là, on voit qu'ils ont mis out, si on peut dire ça comme ça, le gouvernement central. C'est assez grave en fait, parce que c'est aussi une crise de l'État qu'on peut voir dans d'autres pays comme l'Équateur, par exemple, où l'État est complètement absent aussi et la pandémie plonge le pays dans le chaos. Milton, quelles sont les mesures sanitaires? Est-ce que vous êtes confinés? Est-ce qu'il y a une coordination entre les États régionaux sur ce point-là? Et aussi, quelles sont les mesures pour soigner les gens? Parce qu'on a vu que le Brésil était le pays en nombre de contaminés le plus important d'Amérique latine. Quelles sont les mesures qui sont prises donc par les gouverneurs? Et finalement, que fait l'État central pendant ce temps-là? Bon, on essaie d'être optimiste. Il y a Frei Beto qui dit que quand on est au désastre, on n'a pas de choix. Non, il faut être optimiste. Donc, moi, je vois cette construction de bas en haut comme quelque chose d'important. Non, c'est-à-dire les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à un pouvoir central pour prendre les mesures de sécurité, pour rester à la maison, pour faire les masques. Les gens font les masques ici. Il n'y a pas de masque. Les gens se font à la maison. Et le font à la maison. Et donc, là, ça, la première chose. Deuxième chose, comme je disais, donc les mairies aussi. Les mairies ont pris, par exemple, le gouverneur de Santa Catarina, qui est un État du Sud, avec une composition ethnique assez blanche, disons, par la colonisation, et donc plutôt de droite, ou beaucoup de droite, disons. C'est l'État qui a plus voté en Bolsonaro. Les gouverneurs, ils voulaient commencer à ouvrir les mesures d'isolement. Et les maires ont dit non, non, non. Et eux, ils ont lutté contre ça. Donc, il a dû maintenir les mesures de précaution. Même si quelques villes ont essayé d'ouvrir par eux-mêmes. Donc, tu vois, il y a cette tension-là. Il y a une tension aussi entre lui et le ministre de la Santé.
En fait, il a dit, je ne vais pas le faire partir au milieu de la guerre, mais c'est clair qu'il va le faire partir. Il prend toujours, il essaye de mettre, il a fait un comité central avec des militaires pour parler avec la presse, pour enlever les ministres de la Santé et tout ça, tu vois. Donc, comme je disais, c'est les gens qui prennent les mesures disons, de sécurité par elles-mêmes. On voit les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les services de santé, ils sont sans masque, ils le font eux-mêmes. C'est un énorme danger. Les deux hôpitaux les plus chers ici, vous savez, le Brésil est un des pays avec plus d'Arabes au monde. Et le deuxième hôpital, c'est les Syrio-Libanais. Les premiers, c'est l'Einstein, qui c'est l'hôpital des Juifs. Et les deux hôpitaux, ils ont déjà mis à la maison plus de 200 de leurs travailleurs santé contaminés par le virus. Donc, les deux plus chers de São Paulo, les deux hôpitaux plus chers de São Paulo. Les présidents, ils se soignent là-bas. Donc, vous voyez que c'est très difficile. Alors ça, c'est une question, c'est la question pour conclure que je veux vous reposer à tous, puisque là, Milton, tu nous parles de cliniques, finalement, de cliniques privées. Est-ce que dans vos pays respectifs, le système de santé public, s'il existe, peut faire face à la pandémie de Covid-19 ? Camille, on va revenir vers toi. Est-ce que le système public de santé à Haïti peut faire face à la pandémie ? C'est Camille que nous avons perdu. Pas du tout. Et en fait, nous avons un système de santé qui est totalement déficitaire et nous avons à peine 911 médecins dans tout le pays pour 11 millions d'habitants. Et on a plus de médecins haïtiens travaillant à New York et Montréal qu'en Haïti. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours de ces dernières années, il y a eu très peu d'investissements vers le système public de santé. Et on a eu l'aberration totale où, au cours de l'année 2017-2018, le Parlement haïtien consommait une portion plus importante du budget que le ministère de la Santé pour 11 millions d'habitants. Vous voyez ? Donc, on est en présence d'une situation tout à fait caricaturale où, effectivement, les hôpitaux publics sont très rares dans le pays et ceux qui existent n'ont pas du tout les moyens, ni en termes de ressources humaines, ni en termes de ressources matérielles pour faire face à la pandémie. Et là, par exemple, en Haïti, on parle de 123 lits qui sont prêts à accueillir les victimes du Covid-19. On parle de 64 respirateurs, vous voyez. Donc, vous imaginez si la pandémie commence à se massifier, on aura une situation chaotique où, effectivement, on aura très certainement un nombre très élevé de pertes en vies humaines. Et la communication adoptée par le gouvernement est une communication démagogique. Il y a beaucoup de communiqués, beaucoup d'avertissements, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Par exemple, on a eu beaucoup de dénonciations de gens qui ont des symptômes qui font penser au Covid-19, qui se sont présentés aux hôpitaux et qui n'ont pas été reçus parce que les hôpitaux disent qu'ils n'ont absolument pas les équipements nécessaires pour accueillir ce type de maladie, de pathologie. Donc, en fait, là, la population est abandonnée à elle-même. Et en fait, la réponse que nous avons adoptée au niveau du mouvement social et populaire, c'est de convoquer à des comités de défense et d'organisation au niveau des quartiers, n'est-ce pas, qui font le travail de sensibilisation, le travail d'éducation, le travail d'explication des gestes minimums de sécurité, et aussi qui font appel aux connaissances traditionnelles de la médecine en Haïti, parce que nous avons toute une tradition de médecine traditionnelle très forte en Haïti, qui est complètement ignorée par l'État, bien sûr, parce que l'État a formé un comité scientifique où il n'y a pas de médecins traditionnels, alors qu'en Haïti, il y a toute une longue tradition où les familles utilisent ce genre de connaissances pour se soigner. Et aussi le fait que dans la communication officielle,
il y a pas mal de contradictions, il y a pas mal de choses qui ne sont pas claires. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises informations, beaucoup de désinformation autour de la maladie qui fait que nous avons des comportements inadéquats au niveau de la population. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est de lier cette pandémie à la nécessité de s'auto-organiser, de continuer la lutte contre le gouvernement, de continuer la lutte pour un changement de système politique profond, et d'utiliser justement ce malheur comme une occasion en plus, non seulement pour mobiliser la population, mais aussi pour dénoncer les sources fondamentales du problème qui sont le capitalisme et la privatisation et le néolibéralisme globalisé. Merci Camille. Donc depuis Port-au-Prince, Haïti. Milton, on revient aussi vers toi. Est-ce que le Brésil a des capacités d'accueil dans ses hôpitaux publics pour pouvoir lutter contre la pandémie? Bon, avec une pandémie comme ça, je pense qu'aucun pays n'a les conditions, non? Parce que vraiment, les numéros des lits en thérapie intensive, ce n'est pas possible pour aucun pays. Cependant, le Brésil a un des systèmes publics les plus grands du monde. C'est vraiment le SUS qu'on appelle le système unifié de santé. Il est éparpillé par tous les pays. Cependant, après les coups d'État, ce qu'ils ont fait, c'est congeler ils ont mis ça dans la Constitution. Ils ont congelé les ressources du système public par 20 ans. Tu imagines, 20 ans. Donc, c'est des milliers qu'on a déjà perdus après les coups d'État pour le système public. Et donc, faire face à une pandémie comme ça, avec un système fragilisé, c'est très difficile. Néanmoins, on voit que les systèmes iraient aussi à répondre, même s'il y a disons, une incapacité visible du gouvernement central, comme on a dit, il n'y a pas de masque. Ils ont exporté en Italie des respirateurs quand déjà la crise était très en montant ici. Maintenant, ils essayent d'importer de la Chine des équipements. Cependant, le fils du président a ouvert une crise avec la Chine la semaine passée très sérieuse. Donc, tu vois, c'est vraiment nager contre la marée. Mais ce qui tient à ce moment-là, c'est exactement les systèmes publics qui, comme j'ai dit, c'est vraiment, je dirais, un des pays du tiers-monde qui a réussi à répondre aux directives de Alma-Ata. Ok, alors le coup d'État évidemment auquel se réfère Milton, c'est donc le coup d'État contre Dilma Rousseff qui a écarté la présidente du pouvoir et qui a empêché par la suite Lula de pouvoir se présenter contre Bolsonaro aux élections. Voilà, c'est pour remettre un peu en contexte. Maria Emilia, dans le berceau du néolibéralisme, qu'est-ce qu'on peut dire d'un système public de santé? Bon, d'abord, je vais commencer par le fait que la santé, avec les pensions et avec l'éducation, a été privatisée par la dictature et qu'aucun gouvernement a changé la Constitution. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de se battre pour ce changement de constitution. Et c'est pour ça qu'on lutte dans les rues. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des morts, des blessés et tant de jeunes, surtout sans ces yeux, qui ont été carrément affectés par la militarisation du pays. Donc, nous avons un système de santé publique qui a été très bon à l'époque, dans les années 70. Mais qu'après, avec la dictature, c'est complètement privatisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous pouvez être soigné, non? Et un système de santé publique qui malheureusement, quand on sait bien que c'est un bien commun, est complètement traversé par la crise. Et je dirais que peut-être que ça sonne quelque chose de très commun, mais les pauvres aident les pauvres. Hein? Le peuple aide les peuples aujourd'hui. Et si je suis ce que les collègues ont dit, en fait, on se débrouille, mais on se débrouille avec rien.
quoi? Avec l'invention, la créativité et aussi, je pense, dans des quartiers où il y a eu beaucoup d'organisations sociales, les gens fabriquent ces masques, les gens fabriquent eux-mêmes sans rien, avec l'inventive d'un peuple qui a été habitué à inventer la vie contre ce néolibéralisme terrible du capitalisme chilien et qui ne cesse pas de continuer. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, c'est, par exemple, ne pas payer l'électricité maintenant, mais on la paye dans 3 mois, avec des quotas par mois, et rien, aucune mesure prise par le peuple avec un président richissime, qui se trouve quand même dans les plus riches du monde, avec des ministres qui se trouvent aussi à ses côtés sans résoudre rien du tout, avec une classe travailleuse qui est en train de faire face tous les jours à cette pandémie avec un danger incroyable parce qu'ils n'ont pas les conditions pour le faire. Donc je pense que le néolibéralisme chilien est dans les mains d'un irresponsable, d'un type que tout ce qu'on veut c'est qu'il parte d'une fois pour toutes, qu'on lutte, qu'on va continuer à lutter pour qu'il s'en aille. Il faut lui dire va-t'en d'une fois pour toutes, Piñera, de ce pays, et laisse le peuple continuer à vivre comme il faut. On est en danger parce que, par exemple, les cas de morts ne sont pas véritablement les cas de morts, parce que les infectés sont beaucoup plus, parce qu'on donne tous les jours des informations contradictoires, parce qu'on n'a pas fait des campagnes simples pour que les gens sachent dans les minimums, les villages les plus petits, comment il faut agir devant la pandémie, quand est-ce qu'on est contagié, quand est-ce qu'on n'est pas contagié. C'est-à-dire, on a pensé vraiment, une fois de plus, à partir des riches, parce qu'ici, au Chili, ce sont les riches qui ont amené la pandémie. Et les premiers morts, ça vient des gens les plus pauvres du peuple. Parce qu'une fois de plus, ceux qui vont être soignés, ce sont ceux qui ont les moyens. Donc, je pense qu'ici, il se combine la lutte de la crise sanitaire avec une lutte politique et que je pense, quand je vous écoute, que c'est indispensable la solidarité de notre continent, de travailler ensemble, coude à coude, par rapport à ce qu'ils nous ont fait, comment ils ont couper les têtes des peuples qui ont lutté pendant des décennies et des décennies contre ce genre de système. Donc aujourd'hui, la santé publique est complètement traversée par ce regard égoïste, froid du capitalisme néolibéral qui au Chili continue à être quand même la condition. Et même beaucoup de gens n'arrivent pas encore à comprendre la dangerosité de cette pandémie et de comment on doit le faire face. Bon, eh bien écoutez, merci à vous trois. Alors, ce qui ressort quand même des témoignages donc, en Haïti, au Brésil et au Chili, où il y a 3 gouvernements néolibéraux, c'est l'absence totale de l'État finalement. On vous souhaite évidemment une bonne santé à tous les 3 et à vos peuples aussi. Merci encore à Camille Chalmers, économiste en direct depuis Haïti. Merci à Maria Emilia Tijoux, sociologue en direct de Santiago au Chili. Et merci à Milton Rondo, diplomate en direct de Porto Alegre au Brésil. Et quant à vous, eh bien, à bientôt pour un nouveau tour d'horizon de la lutte contre le Covid-19 en Amérique latine.